Les Indestructibles est un film d'animation parfait. Mais ce que l'on ignore, c'est que les studios Warner Bros sont passés à côté de ce projet unique. Dans cette vidéo, je vous raconte pourquoi ils s'en sont par la suite mordus les doigts. Ça va faire mal. Les Indestructibles, c'est avant tout un homme, Brad Bird. C'est lui qui a eu l'idée de ce Pixar. Il voulait des gadgets de films d'espionnage, des super-héros comme dans les comics et des méchants charismatiques. Mais en même temps, il voulait que ce soit très proche de notre monde. Il s'est fait remarquer par Disney en réalisant un film à l'âge de 13 ans. Il a été formé par Milcal, l'un des célèbres 9 sages Disney. Brad Bird a proposé son projet au studio Pixar. À la fin des années 90 et au début des années 2000, John Lasseter, qui est responsable chez Pixar, était vraiment convaincu par le projet. Et il a dit « Ok, faisons-le ». Contrairement aux autres productions Disney ou Pixar, Brad Bird livre son scénario et la proposition est tout simplement validée. Pourquoi ? Car encore une fois, Brad Bird n'est pas n'importe quel artiste Disney. C'est lui-même qui va réaliser le film qu'il porte seul et il ne sera assisté de personne. Ce n'est pas habituel. Les projets Disney ont souvent plusieurs réalisateurs et scénaristes. Mais les studios lui font suffisamment confiance après le succès du Géant de fer qu'il avait réalisé précédemment. Pour la production, Brad s'entoure de John Walker, producteur avec qui il a travaillé sur le Géant de fer, et donc de John Lasseter, qui n'est autre que le vice-président de la création chez Pixar et accessoirement le réalisateur de Toy Story. Les équipes utilisent alors des storyboards, puis des bobines ou des animatiques, comme ils les appellent, ce qui permet une première animation rudimentaire. Tout cela en fait, ça permet d'anticiper l'animation en elle-même. En parallèle de ce travail, on définit l'aspect visuel des décors, les accessoires et les personnages. Le film a poussé les équipes du studio à innover et à repousser leurs limites. Elles ont utilisé l'expérience des projets précédents. Toy Story, c'était en quelque sorte un premier essai d'animation. Dans Mille et une pattes, les équipes se sont attaquées à l'animation des êtres vivants. Avec Monstres et compagnie, elles ont joué sur des textures, des mouvements et des couleurs à travers la palette des monstres. Le monde de Nemo leur a permis de proposer quelque chose de plus consistant, notamment au niveau des décors. Pour les Indestructibles, il fallait donc combiner tout cela. Mais les Indestructibles, c'est aussi des animateurs. Au niveau des décors, on en décompte pas moins d'une centaine, de l'urbain à la jungle tropicale. C'est 3 fois plus que d'habitude. Dans le film, on retrouve des décors futuristes, mais avec une vision des années 60. On fait appel à Lou Romano, qui est chef décorateur, et Ralph Eggleston, qui est directeur artistique et qui a travaillé sur Toy Story et Le Monde de Nemo. Ensemble, ils utilisent des couleurs pour traduire l'évolution de l'histoire. Au début du film, par exemple, on a un filtre coloré qui vient traduire l'âge d'or des super-héros. Par la suite, les couleurs sont bien plus fades, après le programme de réinsertion, et le film est de nouveau coloré avec la reprise de la carrière des super-héros en famille. Cette fois-ci, l'aspect artistique est encore plus couplé à la technologie. Nigel Hardwidge, qui est superviseur des séquences, est chargé de faire le lien entre l'équipe artistique et les animateurs avec certains détails de décor, comme l'heure de la journée, l'intention au niveau de l'ambiance, le temps à l'écran des décors, ce genre de choses. Encore une fois, tout ça, ça permet d'anticiper l'animation. Les équipes ont carrément créé un poste avec Nigel Hardwick pour faire le lien entre le côté artistique et la technique. La scène avec Flash, qui court, nécessitait des décors beaucoup plus longs. Ça se comprend quand on voit la scène. Dans les films précédents, les équipes construisaient tous les décors et choisissaient ensuite les angles de vue. Mais pour les Indestructibles, ils décident d'anticiper les mouvements de caméra pour se concentrer et créer uniquement les éléments qui apparaissent à l'écran. Les décors ne sont donc pas complets. Le réalisme des décors est également associé à l'éclairage et à la lumière du film. Les Indestructibles, c'est donc le premier Pixar avec des humains aussi importants dans l'histoire. Les personnages ont été créés par Brad Bird avec l'aide de l'animateur superviseur de l'histoire Mark Andrews, l'artiste Teddy Newton et l'animateur superviseur Tony Fulis. L'aspect des personnages était un réel challenge, car c'est la première fois que Pixar fait un film avec des humains en personnages principaux. Les équipes veulent donc leur donner une forme spéciale, pour leur attribuer une identité propre et un style particulier. On cherche à faire des humains réalistes, mais pas réels non plus. Encore une fois, on utilise des références avec des acteurs en prise de vue réelle. Les équipes ont également étudié l'anatomie humaine. Bill Wise, superviseur des personnages, est à la tête de ces équipes. Des équipes qui sont allées jusqu'à créer les corps des personnages en commençant par les squelettes, puis les muscles, puis la peau, rendant l'animation beaucoup plus simple au niveau des mouvements. C'est fou le travail qu'ils ont fait. Les équipes utilisent également un modèle de base, avec Monsieur Indestructible. Ce modèle est réutilisé par la suite pour tous les autres personnages. Bon, évidemment, il est adapté, puisque Madame Indestructible n'a pas la même silhouette que Monsieur Indestructible. Les détails comme les cheveux, la peau ou les vêtements, qui représentent plus de 150 éléments, sont assurés par le département simulation des cheveux et des tissus, supervisé par Mark N. Oui, ils ont carrément créé un département pour les cheveux et les tissus. Les 5 personnages de la famille Indestructible représentent les membres d'une famille typique. Le père est fort pour être protecteur, la mère est souple pour savoir s'adapter et jongler avec toute l'organisation, la fille aînée est transparente comme une ado qui ne veut pas se faire remarquer, le fils est rapide comme peut l'être un enfant hyperactif, et le bébé est plein de surprises, comme une personnalité en devenir.
Les Indestructibles, c'est également des voice actors de talent. Des voice actors qui, cette fois encore, nourrissent les personnages au niveau de leur personnalité. Pour Bob, on fait appel à Greg T. Nelson, qui est un acteur américain de films et de séries. C'est un véritable challenge pour lui de représenter le personnage avec force mais également avec retenue. Pour Syndrome, c'est Jason Lee qui assume le rôle. Jason Lee est un acteur américain qui a déclaré par la suite s'être éclaté à doubler ce vilain Pixar. Pour Hélène, Holly Hunter est appelée. C'est une actrice américaine oscarisée, ayant également obtenu un Golden Globe pour la leçon de piano en 1994. Sarah Vowell se voit proposer le rôle de Violette. C'est une autrice ayant intervenu à plusieurs reprises sur la radio qu'écoutait Brad Bird. Il aimait bien sa voix, il lui a tout simplement proposé de doubler Violette. Pour Flèche, on fait appel à Spencer Fox, qui a 11 ans à l'époque, et qui a déjà une carrière dans la pub, et qui aura par la suite une carrière chez Disney. Samuel L. Jackson assume le rôle de Frozen. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous présente Samuel L. Jackson ? C'est un acteur qui a joué dans des petites franchises comme Star Wars, Avengers, Die Hard, ce genre de films. Pour Edna Mode, après un long casting et sur demande de plusieurs collègues, c'est Brad Bird qui décide finalement de prendre le rôle de cette fashion designer qu'il définit comme germanico-japonaise archi sûre d'elle. Oui, c'est Brad Bird qui fait la voix d'Edna Mode dans la version originale. Le film est également bourré d'effets spéciaux. Le superviseur de ces effets, c'est Sandra Karpman. Un programme a carrément été développé pour Elastigirl et pour la déformation de son corps. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'innovations techniques qu'il y a dans ce film. Vous voulez un autre exemple ? Les équipes ont carrément cherché une déformation des vêtements automatique sur les personnages selon l'action et les mouvements. C'est fou. Les effets spéciaux sont également présents sur le feu, l'eau, les explosions et notamment les effets de glace pour Frozen. Et ce qu'il faut évoquer également dans Les Indestructibles, c'est le rendu 3D sur les nuages qui est particulièrement impressionnant. Mais que seraient Les Indestructibles sans leur musique jazzy ? La musique du film est composée par Michael Giacchino, qui travaillera par la suite sur Rogue One, Jurassic World, Spider-Man, La Planète des Singes et la plupart des Pixar. L'enregistrement des musiques a nécessité pas moins d'une centaine de musiciens. Michael a créé une ambiance qui a vraiment contribué au style rétro-futuriste du film. Mais c'est avant tout et surtout sa première composition pour un long métrage. Sa musique est par la suite associée au fabuleux travail de Randy Thom, concepteur sonore pour tous les bruitages du film. La première des Indestructibles a lieu le 27 octobre 2004 au Festival du film de Londres. Le film sort le 5 novembre 2004 aux États-Unis, avec un avertissement jeune public sur certaines séquences pouvant être impressionnantes. Le film nous propose une vision adulte. Il aborde des sujets d'actualité et se trouve assez critique envers la société. Le film évoque par exemple les injustices sociales, les problèmes financiers, l'épanouissement au travail, les sacrifices pour la famille. Il politise également le super-héroïsme. Le suicide est lui aussi évoqué, tout comme l'exécution de plusieurs super-héros. Le film traduit cette complexité dans le fond et dans la forme, avec une musique très jazzy, un rythme assez soutenu, de nombreux détails et éléments à l'image pour crédibiliser le tout, et la durée du film, qui dure presque 2 heures. Le film présente également un stéréotype assumé de la famille. Chacun poursuit ses objectifs. Le père court après la gloire et sa jeunesse, la mère veut se concentrer sur sa famille, la fille veut rester discrète et plaire à un garçon, et le fils veut pouvoir s'intégrer. À la fin du film, le père a retrouvé sa place dans la société, la mère a réussi à garder sa famille plus soudée que jamais, la fille assume ses pouvoirs et gagne confiance en elle, et le garçon peut s'intégrer plus facilement. Je me demande également si on peut pas dire que le film critique la technologie. Syndrome, qui n'a pas de super pouvoir, use de ses talents pour créer la technologie qui le hissera au même rang que les super. Le méchant est donc associé à la technologie. Au même rang, si ce n'est plus d'ailleurs, car ce sont bel et bien ces machines qui tuent un nombre impressionnant de super-héros. On peut comprendre par là que la technologie est dangereuse et qu'elle peut détruire l'homme. À la fin, les Indestructibles parviennent malgré tout à mettre Syndrome en échec. Il faut donc une famille de super-héros et un ami pour vaincre la technologie. Autrement dit, les hommes ne parviennent pas à le faire seuls. À sa sortie, le film est un réel succès critique et commercial. C'est un des plus gros succès au box-office de l'année 2004. Le film sort le 10 novembre 2004 en France. On retrouve Bruno Salomon en Syndrome, Patrick Poivre d'Arvor en journaliste au début du film, et la légendaire Amanda Lear pour Edna Mode. Si le budget des Indestructibles était de 92 millions de dollars américains, il en rapporte 631,4 millions à l'international. Le film obtient l'Oscar du meilleur film d'animation ainsi que celui du meilleur montage son. Bravo Randy Thom. Les Indestructibles sont présents rapidement dans des livres, des jeux vidéo, des jouets et plein d'autres produits dérivés. Leur image est également utilisée à travers des campagnes pour sensibiliser les enfants à l'alimentation saine. Les personnages sont présents dans certains parcs Disney et dans certaines attractions. C'est un de mes Pixar préférés. Il est long mais je le trouve extrêmement bien rythmé. Pour moi c'est ce que Pixar sait faire de mieux. Les Indestructibles s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes, mais je pense qu'on peut davantage l'apprécier en étant adulte. Pixar réalise un tour de force technique et assoit sa notoriété. Ce n'est pas un énième Disney.
C'est un vrai film d'action et de super-héros. Et c'est à côté de ce succès qu'est passé la Warner. Et oui, avant de proposer le projet à Pixar, Brad Bird a démarché les studios Warner qui n'ont pas donné suite à sa sollicitation. On ne saura probablement jamais pourquoi. Mais il faut noter qu'au même moment, Warner a fermé son studio d'animation. Alors, malchance, est-ce que Les Indestructibles auraient permis à Warner de relancer son studio d'animation ? En tout état de cause, ils sont passés à côté du succès commercial du premier et du deuxième volet des Indestructibles, qui est sorti après 14 ans d'attente.